beaucoup plus de positifs que de points négatifs. J'ai du mal à voir les points négatifs que ça aurait pu avoir. L'entreprise n'aura peut-être pas le même regard, parce qu'ils ont un peu galéré à poser leur partie récupérée. Mais malgré tout, je pense qu'on est tous assez fiers de ce qu'on a réussi à faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'autre soi, c'est quoi ? L'autre soi, c'est un bout de ville ouvert à tout le monde. Ici se mêlent 293 logements, une salle de concert de 1000 places, des espaces de travail, des ateliers artistiques et un parc public. À l'autre soi, la culture permet de tracer un lien entre tous. Pour cet épisode, nous allons nous intéresser au réemploi sur le site de l'autre soi. Et pour nous accompagner tout au long de ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir William Lafont, responsable service développement à Est Métropole Habitat et ancien chef de projet d'aménagement pour l'autre soi au GIE La Ville Autrement. Bonjour William. Bonjour Bérangère. En 2021, les travaux démarrent sur le bâtiment patrimonial avec un objectif de réemployer une partie des matériaux issus de la déconstruction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Cet objectif de réemploi, il vient compléter un peu toute la démarche qu'on a sur l'autre soi. L'autre soi, au final, ça parle beaucoup de mettre la fragilité au cœur d'un quartier et d'enrichir des brèches que peuvent avoir les parcours cabossés des personnes, le rapport qu'on a à la ville, au quartier, aux autres. Et le réemploi, il nous parlait à plusieurs niveaux. D'un premier, qui est nécessairement la question de l'environnement, c'est-à-dire que le bâtiment, c'est un des émetteurs le plus important de déchets à l'échelle française et que nécessairement, quand on se parle de réemploi dans le bâtiment, ça veut dire qu'on impacte moins notre planète. Donc ça me paraissait essentiel de commencer une réflexion sur cette démarche-là. Et sur l'autre soi, c'est aussi pour nous un vecteur d'abord d'insertion professionnelle parce qu'on s'était dit que sur un secteur un peu innovant, c'était peut-être intéressant d'arriver à en faire un levier pour l'insertion professionnelle sur aussi des métiers où la formation est pas nécessairement hyper nécessaire et que du coup on peut aller chercher des personnes éloignées de l'emploi pour permettre des actions de déconstruction, des pauses sélectives, de tri. Donc il y avait ce volet-là de remettre dans un circuit d'embauche des gens éloignés de l'emploi et donc des personnes fragiles ou accompagnées par nos partenaires, notamment à l'INEA. Et le dernier volet, il est d'ordre culturel, j'en parlais au début. Les fragiles font la ville et une ville qui a de la qualité, elle s'enrichit de la superposition des couches sociales qui la composent, des couches historiques qui composent aussi le bâtiment. Et d'avoir des éléments qui sont réemployés, un peu usés, passés par le temps au sein d'un bâtiment, d'un logement, on considère que ça participe à sa qualité et du coup au mieux vivre des habitants. C'est toujours plus sympa d'avoir un logement avec un certain cachet. Le cachet, il est souvent lié à la patine du temps qu'on retrouve dans les matériaux de réemploi. Donc on a essayé de porter ce sujet pour ces trois raisons. Donc vraiment environnemental, culturel et puis un volet aussi social sur l'insertion pro, ça pouvait permettre. Je suppose que vous avez été accompagné pour sa mise en place. Qui sont ces acteurs et quelles sont leurs spécificités ? On a sélectionné à l'appel d'offres un triptyque qui nous intéressait pour la complémentarité des acteurs, dans lequel il y avait Bellastock, c'est un peu des précurseurs en France sur cette question-là, donc ils nous apportaient tout un bagage juridique et technique sur les questions du réemploi et de l'assurance qui sont liées à ça. Il y avait le bureau d'études EOD qui gère aussi un volet environnemental auquel nécessairement la question du réemploi se rattache et qui pilotait tout le groupement. Et il y avait deux autres acteurs, Mineka, qui est une association qui a développé une ressourcerie de matériaux de réemploi qu'elle met principalement à disposition des particuliers, mais qui aussi a une action sur les professionnels. Et donc, ça nous faisait aussi un acteur local qui nous permettait de gérer la logistique, parce qu'il y a toute une logistique de flux et de stockage qui se joue quand on commence à toucher à du réemploi au sein d'un projet de construction. Et puis, essentiel aussi, il y avait la Scope des Deux Rives dans le groupement qui venait apporter toute une démarche de sensibilisation et d'accompagnement du changement auprès des partenaires, que ce soit les architectes, les entreprises et les maîtres d'ouvrage. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que tous les acteurs ne sont pas sensibilisés à la question du réemploi. Est-ce que ça a été facile de les inviter dans cette démarche ? Je pense qu'au-delà des dispositifs techniques qui sont liés au réemploi, dont je parlais, le stockage, les côtés assurantiels, la question de la sensibilisation, elle est essentielle dans l'envie qu'ont les partenaires de travailler là-dessus. Et donc les ateliers qu'on a pu faire au départ, au lancement de ces étapes-là, avec les chargés d'opération d'abord, pour donner envie aux maîtres d'ouvrage de faire ça, et ensuite avec les maîtres d'œuvre, ont été essentiels dans le fait qu'on ait réellement porté cette dynamique. On est arrivé avec de fait tout le monde qui nous disait « c'est compliqué, on ne sait pas bien faire ».
Et au final, on s'est retrouvé avec des architectes, des équipes de maîtrise d'œuvre qui nous proposent clairement d'aller au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. Ça devient finalement un jeu de se dire, j'ai trouvé ce lot de réemploi, on pourrait le remettre là. Et donc, ils se sont un moment un peu tiré la bourre sur comment on optimise au mieux leur bâtiment. Donc, je pense que cette table de sensibilisation, elle était essentielle dans on avance tous ensemble, comment expérimenter ces choses-là qui étaient pour tous une découverte. Et alors, c'est quoi la méthodologie qu'on met en place quand on veut faire du réemploi sur un bâtiment? On passe en 1 par la sensibilisation des différents acteurs. En 2, on a fait tout un diagnostic ressources de tous les matériaux potentiellement issus de la déconstruction. On avait 2 bâtiments à déconstruire sur le site. Donc il s'agissait de vérifier sur tout ce qu'on avait, de quoi était composée la ressource, donc tous les déchets qu'on allait produire mais qu'on voulait réemployer, et de vérifier du coup dans quelle mesure c'était réellement réemployable ou pas, si c'était pas amianté, pas pollué, et qu'est-ce qui était réellement intéressant à réemployer. Ensuite, ce diagnostic ressources, on le met à disposition des maîtrises d'œuvre. Quand on les consulte, on leur dit vous allez devoir produire un bâtiment et vous avez aussi ces matériaux-là à réemployer. Et on vous demande de réemployer dans chacun des lots, que ce soit l'électricité, la plomberie, la plâtrerie. Vous devez essayer de réemployer 2 ou 3 éléments de production, donc avec un engagement à minima des objectifs de moyens à tenir. Et ensuite, il y a tout un suivi aussi qui a été porté par notre AMO là, sur comment on qualifie le déchet de sa déconstruction jusqu'à sa remise en œuvre pour faciliter la capacité qu'on a à assurer les locaux à terme et la pose de tout ça. Donc avec un vrai suivi de tel matériau, il a été déposé dans telle condition, stocké dans telle condition et remis en place pour qu'on puisse avoir un processus qui s'approche le plus possible d'une démarche industrielle liée au neuf. On a beaucoup travaillé avec un OPC urbain pour travailler sur le stockage, de comment on pouvait stocker tel ou tel matériau de ci, de là, pour pas que ça gêne ni le chantier et qu'en même temps que ça se fasse bien. Et qu'est-ce qui a été gardé sur le site et comment est-ce qu'il y a des choses qui viennent de sites extérieurs? Donc au final, sur les 9% qu'on avait réemployables sur le site, on en a employé 4%, parce que soit la dépose de dalles, on s'est rendu compte que c'était trop bien collé et qu'on pétait le carrelage qu'on voulait remettre en œuvre. Donc il y a nécessairement de la perte et des éléments qui étaient difficilement finalement réemployables. Donc ça c'était une partie. En revanche, le fait que les maîtres d'œuvre à un moment se tirent la bourre sur moi je vous propose une serre avec des fenêtres réemployées, etc. J'ai telle ressource de ci, de là, du carrelage sur un autre chantier qui n'est pas utilisé, je le remets là. On a clairement dépassé les objectifs qu'on avait de réemploi. On avait aussi l'intérêt d'avoir un des lots en conception-réalisation, la réhabilitation du bâtiment A, avec une entreprise du coup impliquée avec l'architecte sur ces questions-là et qui a aussi une force de frappe dans ces questions de réemploi parce qu'ils ont une capacité de stockage, ils nous avaient stocké des éléments qu'on avait déconstruits, ils les avaient stockés dans leurs locaux à eux pour les remettre ensuite en place, qu'on avait difficilement pu faire en lots séparés. Et puis ça s'est traduit aussi par des associations qui sont venues déconstruire certains matériaux et récupérer des bouts de lavabo. Alors ça c'est à la marge. C'est pas grand-chose en termes de tonnage, mais malgré tout, ça aussi anime un écosystème local autour de ces questions de réemploi. Et puis, le dernier point, et je pense que c'était majeur, c'était aussi quand on a voulu lancer le concours du bâtiment B, où on devait complètement démolir un des bâtiments. Et dans les 4 offres des architectes qu'on a eues, il y en a 2 qui nous ont dit vous voulez vous engager dans le réemploi, la première chose à faire, c'est de ne pas démolir, ne démolir que partiellement le bâtiment existant. Enfin, c'est eux qui nous ont fait aussi une grosse partie du réemploi. On est passé globalement sur les 9% qui ont été réemployables. Actuellement, on est plutôt à 19% de matériaux réemployés sur l'ensemble de l'autre soi, y compris du coup la structure de ce bâtiment B qui est réintégrée dans le projet neuf qu'on aura à faire sur ce site. J'ai vu qu'il y avait des éléments du bâtiment A qui vont être réemployés, je crois, sur la salle d'un concert et sur un autre bâtiment. Oui, l'enjeu, c'était pour nous, sur ces questions-là, de faire en sorte que les réemplois ne soient pas uniquement un volet environnemental, mais qu'ils participent aussi à la qualité d'usage et d'ambiance du lieu. Histoire de patine dont je parlais tout à l'heure, et que du coup on demandait beaucoup aux architectes qu'ils soient quelque part visibles et qu'ils participent clairement à l'ambiance du lieu. Donc ces passerelles-là, qui étaient anciennement les parcelles de secours, d'évacuation incendie de l'ancienne UFM qu'on a réhabilité, et elles servent à la fois d'entrée au lieu dans la nouvelle résidence qu'on crée. On en met à disposition un bout pour la résidence sociale d'Aralis qui les récupère aussi.
Il y a tout un jeu aussi d'échange entre maîtrises d'ouvrage avec des produits qui ont aussi une histoire. Le plancher du lot A de l'autre soir, il vient d'une démolition de logements sociaux en bord de périph' à Croix-Luisée, à Villeurbanne, donc à 1 kilomètre de là, qu'on a récupéré, nettoyé, stocké proprement et reposé tel quel, avec du coup des logements étudiants qui disposent maintenant d'un plancher en bois massif, en chêne massif. On est incapable de trouver maintenant sur le marché dans des prix raisonnables, donc c'est pas neutre pour la qualité de logement concret. Et alors, c'est quoi le bilan qu'on peut tirer de ce réemploi sur l'autre soir? Le bilan qu'on a, nous, c'est qu'on a pas mal déblayé les problématiques qu'ils pouvaient avoir, donc ça nous permet d'avoir une bonne base pour repartir un peu plus sereinement sur des nouveaux projets neufs en y intégrant du réemploi, en se disant que c'est pas facile, mais c'est pas non plus surcompliqué dans la mesure où on reste sur des dispositifs assez simples. Voilà, c'est une opération où on se dit qu'en termes de surcoût économique ce qui nous faisait un peu peur, on en a peu, voire pas du tout, parce que la surqualité qu'on met du coup dans les logements là-dessus, on s'y retrouve complètement dans les quelques milliers d'euros qu'on a mis dans la démarche de réemploi. Voilà, pour l'instant, à voir comment ça vit, mais on est plutôt satisfait de tout ce qu'on a pu dérouler sur la question et ça nous a apporté beaucoup plus de positifs que de points négatifs. J'ai du mal à voir les points négatifs que ça aurait pu avoir. Ah c'est bien ça. Je pense qu'on est tous assez fiers de ce qu'on a réussi à sortir. On voit depuis plusieurs années que cette démarche est de plus en plus utilisée sur les chantiers. Est-ce que vous allez la remettre en place sur d'autres projets? De fait, la réglementation, depuis, nous a rattrapé en imposant de plus en plus de réemploi. Alors c'est encore tout petit à l'échelle de ce qu'on a fait sur l'autre choix, mais on se sent maintenant aguerri pour se dire c'est pas si déconnant. Et puis il y a aussi tout un écosystème qui était déjà présent. Je pense que l'autre choix, malgré tout, a participé à donner une visibilité à cette question-là, ou du moins un exemple qui, en France, est un peu nécessaire pour se dire on l'a fait, on peut y aller. L'écosystème, il commence à se consolider un peu partout, notamment sur la métropole de Lyon, et donc je suis assez serein sur le fait qu'on arrive à dérouler ça, et c'était d'autant plus vrai dans le phénomène de hausse du coût des matières premières qui s'est déclenché pile au moment où on était en chantier. Et on était en fait très content d'avoir déjà notre parquet et de ne pas avoir à commander avec des délais de commande qui étaient de 6 à 1 an au moment du chantier. Donc de fait, le réemploi, il se pose quand même comme une solution d'avenir dans le côté résilient et juste d'un point de vue environnemental et social. Ok, super, merci beaucoup. Le mois prochain, nous rencontrerons Stéphanie David, architecte chez Hamas. Avec elle, nous échangerons sur la rénovation du bâtiment patrimonial. Vous avez écouté L'autre soi c'est quoi, le podcast de l'autre soi.